Merci à la Convention des jeunes reporters du Sénégal tout d'abord et à l'Association des femmes des médias du Sénégal d'avoir convié Reporters sans frontières, que je représente aujourd'hui, dans le cadre de la semaine dédiée aux droits de la femme. Je suis honorée de parler au nom de RSF en ce jour. Le métier de journaliste est aujourd'hui en proie à de nombreuses exactions, notamment en Afrique de l'Ouest et ici, au Sénégal. Le contexte sociopolitique de ces dernières années a favorisé des arrestations arbitraires et des violences à l'encontre des professionnels des médias. Bien que les rédactions soient majoritairement composées d'hommes, les femmes ne sont pas exemptées de ces violences, bien au contraire. Celles-ci sont d'autant plus exposées à des attaques liées à leur genre. On parle de discrimination, de menaces, d'intimidation, de poursuites judiciaires, de préjugés, de violences physiques et de sexisme qui sont l'ennemi de ces femmes professionnelles de l'info et de la démocratie. Avant de continuer, je voudrais parler rapidement de la situation des femmes journalistes en Afrique subsaharienne. Je pense par exemple à la journaliste du journal privé de Whistler, Kazarachi Anyagolu, au Nigeria, arrêtée et détenue pendant 8 heures sans motif alors qu'elle filmait un raid de la police en février. Elle a subi une agression sexuelle de la part des forces de l'ordre pendant sa détention. Le même mois, Mimi Etaka, directrice de la RTNC à Mbandaka en République démocratique du Congo, a été passée à tabac par le gouverneur de la province d'Équateur et son garde du corps à cause d'un choix éditorial mal apprécié. Maria Rosa Mangué, en Guinée équatoriale, giflée et jetée à terre par un commissaire de police alors qu'elle couvrait une cérémonie sportive en avril 2023. Au Niger, par exemple, rares sont les femmes journalistes à oser se rendre dans des zones comme Tillabéri ou dans la région de Difa, dans le nord, pour y effectuer des reportages. Soit leurs époux disent non, soit elles ont peur de le faire, confie Aminatou Osseni Noma de l'Association des professionnelles africaines de la communication. À l'issue de ce temps fort, le réseau international des femmes journalistes a appelé les États à veiller à la protection des femmes et des hommes de médias en situation de crise et a invité la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest à mettre en place un code sous-régional pour la sécurité des femmes journalistes en zone de conflit. Au Sénégal, l'élection présidentielle approchant, il est indispensable que la presse soit libre, indépendante, et que les journalistes puissent exercer leur métier en toute sécurité, sans crainte de représailles. Cela signifie, entre autres, que les journalistes de terrain, et notamment les femmes, doivent connaître leurs droits, et que les forces de l'ordre et les autorités doivent respecter leurs devoirs. Ce sont entre autres les médias qui permettront une élection libre, juste et démocratique. L'odieuse attaque contre Maïmouna Ndourfaï, directrice de 7TV, poignardée le 29 février devant chez elle, alors qu'elle rentrait de son émission, est le signal d'alarme de ces agressions incessantes faites contre les journalistes. Mais ce n'est pas tout. Absa Anne de Sénéweb a été brutalement interpellée puis emmenée à l'hôpital lors des manifestations du 9 février dernier. Ce même mois, toujours dans un contexte social tendu, plusieurs journalistes ont été ciblés par des jets de grenades lacrymogènes ou arrêtés. Comme Fana Sissé, reporter pour le site d'information privé Presse Afrique, ou Ndein Dagbake d'Akora TV, ou Khadidia Diouf d'ITV. Et cela dure depuis trop longtemps. En mai 2023, c'est la journaliste indépendante Ngoné Saliou qui couvre une manifestation en direct sur sa chaîne YouTube lorsqu'elle est interpellée à Ziguinchor, au sud du pays. Yacine Thiam, de Témoin Web, qui a été renversé par un véhicule à la suite d'une charge de la gendarmerie en mars 2023. Ces violences ne peuvent plus durer. Pour remédier à cela, Reporters sans frontières expose, en plusieurs points, des recommandations aux autorités et à la sphère médiatique afin de favoriser la place des femmes dans les médias et de mieux appréhender les problématiques liées au genre dans les rédactions. L'intelligence artificielle, la question des droits d'auteur, le numérique, il y a beaucoup, les lanceurs d'alerte, la relation entre le lanceur d'alerte, tout ce qui se passe aujourd'hui avec les réseaux sociaux, c'est vrai qu'il y a une protection qui doit être améliorée, même si celle qui existe est satisfaisante, mais celle qui existe a des absences véritablement au Sénégal d'une loi qui organise les modalités d'accès à l'information. Chose qui ne se comprend pas d'ailleurs, parce que nous avons la loi type de l'Union africaine et, paradoxalement,
c'est la Tunisie. Donc, on ne comprend toujours pas pourquoi nous n'avons pas un texte qui organise les modalités d'accéder aux sources véritables. Et ce ne serait pas seulement pour les journalistes, même si cela faciliterait le travail du journaliste, ce serait pour tous les citoyens. Mais pourquoi c'est important pour le journaliste? Parce que le droit à l'information ne peut être effectif sans un droit d'accès à l'information. Et ce n'est pas, il n'y a pas que la loi qui, au niveau sous-région, au niveau de la CEDEAO, nous avons également des dispositions similaires. Et on a d'autres chartes au niveau de l'Union africaine qui font de ce droit d'accès à l'information une condition pour le citoyen d'exercer librement, par exemple, la charte sur l'organisation des élections et de la démocratie, puisque nous allons vers une période. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, nul ne doit entraver par la circulation, la libre circulation des journalistes, même en période de manifestation. Si le journaliste prend une carte en bonne et due, ça aussi c'est important. Que ce soit la circulation, la liberté de l'enquête, la liberté d'accéder aux sources. Et encore moins entraver avec violence. Parce que la violence ne peut pas se justifier. Aucune violence ne se justifie, même contre les hommes, et encore moins contre les femmes. Mais aussi sur les réseaux sociaux. On a la presse en ligne, mais toute cette violence verbale, selon qu'on est d'un camp ou de l'autre, envers des personnes qui font leur travail pour l'intérêt de la démocratie, pour un état de droit, parce que c'est une condition de la démocratie. Donc voilà, ces deux textes qui me semblent d'une pertinence particulière pour les circonstances du moment, pour une protection effective du journaliste. Non à l'entrave de la liberté d'expression, à l'exercice de la liberté d'expression, et encore moins par l'entrave aggravée. Non. C'est le moment de demander l'application de la loi. Énumère les cas de violence. Et l'énumération n'est pas fermée. C'est toute forme d'agression, y compris la destruction du matériel. Qu'en dit la loi? Mais d'abord, qui est journaliste? Qui est technicien de presse? Les techniciens de la communication sociale. Comment les appelle-t-on? Les chiens de garde de la démocratie. La comparaison, elle est, à mon avis, très pertinente parce que ce n'est pas l'animal, mais ce sont ses valeurs et ses qualités. Parce que quand on parle du chien, on lui reconnaît une qualité, une valeur fondamentale, c'est la loyauté. La loyauté du journaliste, c'est envers qui? Ce n'est pas le patron de presse, sinon on n'aurait pas permis aux journalistes d'avoir une clause de conscience. On n'aurait pas permis aux journalistes, lorsque sa conscience n'est plus en conformité avec la ligne éditoriale, de défendre sa dignité intellectuelle et de rester fidèle à sa conscience. Donc la seule loyauté du journaliste, c'est envers la patrie, c'est envers la démocratie, défendre la démocratie. Donc vous comprenez l'importance du rôle du journaliste dans un état de droit, dans un état démocratique. Tout cela pour revenir sur la protection. Quand on joue un rôle aussi important, quand on est la voix, quand on matérialise des libertés fondamentales, liberté d'expression, mais surtout un droit fondamental de chaque citoyen, droit du public à l'information. Lorsqu'on donne vie à ces droits fondamentaux, il est normal. Ce n'est pas un luxe, ce n'est pas un privilège. Lorsqu'on met en place des textes qui protègent le travail journalistique. Non. C'est comme on met des textes qui protègent, qui donnent un statut particulier aux magistrats, des textes qui protègent nos forces de défense et de sécurité parce que leur mission, elle est importante. Mais sur le plan intellectuel également, la mission du journaliste et de tout ce qui permet la production, le traitement et la diffusion de l'information est une mission tout aussi importante pour un état de droit, pour la survie de la démocratie. De garde de la démocratie, disais-je tout à l'heure. Il y a beaucoup de textes qui protègent les journalistes. Et ce n'est pas seulement dans le code de la presse. Et dans le code de la presse, il y a beaucoup de dispositions qui mettent en place des droits
tendant à asseoir, à consolider, à réaffirmer la nécessité de protéger les journalistes. Mais aujourd'hui, je prends prétexte de l'actualité pour mettre l'accent sur 3 éléments. Le droit du journaliste d'accéder aux sources. Parce que tout ce dont vous avez parlé, quelque part, c'est parce que le journaliste est sur le chemin d'accéder aux sources, ou après y avoir accédé, est sur le point de diffuser l'information, ou parfois l'a déjà diffusée. D'abord, accéder aux sources. Combiné avec le droit du public à l'information, le journaliste ne le fait pas pour l'entreprise de presse, ni pour la ligne éditoriale. Il concourt à la mise en œuvre de droits et libertés fondamentaux. La seule limite qu'on a aujourd'hui dans le nouveau code de la presse, c'est les questions liées à la défense nationale, donc les intérêts supérieurs. Sinon, le journaliste doit pouvoir accéder à toutes les sources d'information. Mais bien sûr, il est journaliste, il faut qu'on puisse l'identifier, il faut qu'il ait sa carte de presse. Je reviendrai sur cette carte de presse parce que cette carte de presse-là donne un cadre d'exercice de ces libertés, de la liberté d'expression. La presse est libre. On a les articles 8 et 10 de la Constitution du Sénégal. Dans le préambule, on a tous les instruments internationaux, Déclaration sur les droits de l'homme, l'article 19, rappelé dans le préambule de la Constitution du Sénégal. Dans le nouveau code de la presse, c'est également rappelé à l'article 56. La presse est libre. Mais cette liberté n'aurait pas de sens si le journaliste n'est pas libre d'enquêter, n'est pas libre d'aller chercher l'information d'intérêt général, où qu'elle se trouve, entre quelques mains qu'elle soit et où qu'elle pourrait être. Ce qui est bien et pourquoi je disais tout à l'heure que j'ai fait un choix arbitraire, vous me comprendrez. Il y a 2 dispositions de ce nouveau code qui sont très peu usitées, certainement parce que ces dispositions se trouvent dans les parties sanctions. Et bien sûr, au Sénégal, généralement, quand la presse est au cours de l'attention, c'était pour parler de la dépénalisation des délits de presse, parce que consistant en une limitation à leur liberté d'expression. Mais juste après les articles 94 qui mettent en place d'autres sanctions et 95, vous avez dans le nouveau code de la presse 2 dispositions qui me paraissent d'une pertinence incommensurable, qui pourraient rendre non seulement efficiente la protection, mais renforcer l'efficacité. On a les délits d'entrave à la liberté de la presse et de la communication. Nul n'a le droit d'entraver l'exercice libre de la liberté de la presse et de la liberté de la communication. Nous dit l'article 195. 196 vient nous dire que nous devons aussi avoir, à chaque fois on nous rappelle d'avoir confiance à cette justice, mais il faudrait que cette justice aussi puisse bouger et que cette justice ne soit pas sélective. On ne peut pas traiter certains cas et laisser d'autres, ce qui n'est pas normal. Et c'est là où vous avez cette capacité en tant que professionnel des médias d'en parler, de faire du bruit pour que ces dossiers puissent aussi être remis au juge d'instruction et que les choses puissent avancer. Mais nous savons aussi que derrière tout ça, à chaque fois que ça vise quelqu'un qui est membre de l'État, comme les forces de défense et de sécurité, je le dis parce que c'est le prolongement de l'État et on les considère à chaque fois qu'il y a des cas de violation, nous dans notre jargon de droits humains, que c'est l'État, on ne voit que l'État parce qu'il est là pour l'État. Et à chaque fois donc il y a des dossiers qui les visent, on essaie de bloquer pour ne pas peut-être que les choses avancent et ne pas aussi peut-être jeter le discrédit comme ils ont l'habitude de le faire. Mais ce qu'ils oublient en même temps, que quand ils sont ailleurs, ils respectent ces principes. Pourquoi ne pas le respecter dans notre propre pays? Je le dis parce que souvent lors de nos missions de maintien de la paix, à chaque fois dans les rangs
qu'il y a des bavures policières qui se passent quelque part, mais le chef de la mission des Nations Unies ou de l'Union africaine demande qu'il y ait une enquête impartiale. On peut se porter volontaire aussi pour les journalistes. On n'attend pas forcément à ce que les journalistes victimes d'exactions viennent nous voir en nous tenant au courant de ce qui se passe. On peut aussi le constater nous-mêmes et contacter nous-mêmes le journaliste en prévenant que voilà, Reporters sans frontières est au courant de ce qui se passe. Nous pouvons agir pour ce faire. Et quand vous dites agir, qu'est-ce que vous entendez par agir? Alors, communiquer si c'est possible, déjà, et que ça ne met pas en danger le journaliste ou la journaliste en question. Et ensuite, on peut effectivement déposer des dossiers. Oui, on l'a fait par exemple pour Papa Lénian, qu'on a beaucoup défendu l'année dernière. Pas moi du coup, mais le directeur du bureau, Sadibou Marron, que je salue, qui n'a pas pu être présent aujourd'hui, s'est beaucoup déplacé, a énormément communiqué, et bien sûr, il y a eu des actions, oui, pour que Papa Lénian puisse être libéré. En tout cas, RSF a contribué, je pense, énormément. Ça a été un cas qui nous a pris beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, mais nous sommes très contents que Papa Lénian ait pu être libéré. Surtout la vieille génération, à l'époque, c'est parce que les conditions de délivrance n'étaient pas respectueuses des conditions d'acquisition de la carte. La carte de presse était devenue, voilà, une carte qui avait perdu de sa valeur, parce que tout le monde pouvait l'avoir. Tout le monde avait sa carte de presse, sans véritablement être journaliste. Alors, les maisons de presse, j'ai fait ma thèse sur l'activité de presse, et à l'époque, en termes de formation, parce qu'aujourd'hui nous savons qu'il y a le journaliste au sens premier du terme, il y a ceux qui seront assimilés tout développement aux journalistes parce qu'il y a le diplôme, il y a la validation des acquis, il y a tout un mécanisme pareil. Donc moi, si j'ai un conseil à donner, c'est d'écouter, même si vous avez été contre, même si la personne qui est à la commission, peut-être que sa tête ne vous plaît pas, vous n'avez pas le choix. Quand vous allez faire votre pièce d'identité, peut-être qu'on vous reçoit mal à la police, c'est ma conviction personnelle. Et de toute façon, ce n'est même pas ma conviction, c'est le droit, et voilà, c'est ce que prévoit le code. Quand on est professionnel sérieux, on doit avoir sa carte de presse. Maintenant, je comprends surtout ceux de la vieille génération qui se refusent à aller chercher la carte de presse parce qu'ils ont été traumatisés. Il y a un autre combat derrière. Alors, et ce combat-là, c'est un combat congénital aussi, quelque part, quand on connaît l'histoire de la liberté d'expression au Sénégal. Parce qu'il fut un moment, ce n'était pas parce qu'on n'était pas un journaliste qui remplissait toutes les conditions. La carte de la presse, c'était délivré auprès d'une certaine administration, d'une certaine commission qui, selon que la personne du journaliste plaît ou ne plaît pas, il y a toute une histoire. Mais je crois qu'aujourd'hui, on a dépassé cette histoire-là.